Bonsoir à tous et merci de nous préférer en étant présents au grand rendez-vous sur BB24. On passe ensemble 2 heures de la soirée en compagnie d'invités de profil suivant: un ingénieur agronome, un défenseur de l'environnement, un spécialiste de la santé et bien sûr une journaliste écrivaine. Ils viennent tous après la météo. Oui, c'est vraiment un plaisir pour nous, pour toute l'équipe du Grand Rendez-vous, de vous retrouver sur cette édition. C'est le 4e numéro pour le compte de cette semaine. Monde agricole nous amène à faire un exercice spécial ce soir. Question pour vous, chers téléspectateurs: que vaut le riz local face à l'importé? Réponse tout à l'heure, vous en serez étonné. Restez juste avec nous pour en savoir beaucoup plus. 3e édition cette année de la Journée internationale des mangroves, espèce de flore vulnérable mais très bénéfique pour l'humain. On en parle tout à l'heure avec l'expert du jour. Avec bien sûr l'agent de santé, nous parlerons d'hépatite. Hépatite, c'est un mal craint par les populations béninoises. On en parle et on va vous expliquer en réalité les causes et les manifestations, également la prise en charge de cette maladie au Bénin. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45 pour bien sûr le journal. Dites-nous déjà quel en est le menu principal. Alors, les mangroves jouent un rôle crucial pour la biodiversité. Aujourd'hui, 26 juillet, journée de lutte pour leur sauvegarde, BB24 revient sur leur importance. Un bon suivi, c'est la garantie de l'évolution des startups. Il inclut un accompagnement régulier sans lequel l'entreprise naissante ne peut survivre. Et puis, la correction des copies du BEPC a démarré. Dans le littoral, c'est le CEG Saint-Rita qui abrite les travaux. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Et bien sûr, avant 19h45, nous allons vous retrouver sur le plateau de Monde agricole. Bien sûr, Estelle Pazot. Oui, assume. Bien sûr. Alors, si vous êtes, vous allez nous rejoindre sur la rubrique Monde agricole qui ouvre d'ailleurs les plateaux de ce grand rendez-vous. Monde agricole aujourd'hui, je le disais, c'est un exercice que nous allons effectuer avec l'invité de Estelle Pazot. Dans un instant, il sera question de comparer le riz du Bénin au riz importé. Ah oui, que vaut le riz local face à l'importé? Réponse tout à l'heure. Suivons d'abord le reportage. Le riz produit et transformé
en République du Bénin se porte bien. Cotonou, marché d'Antokpa, de longs et interminables étalages de riz. Chez les semi-grossistes et les détaillants, le constat est clair, le riz produit et transformé au Bénin n'est pas très disponible. Les riz que nous vendons sont tous des riz étrangers. Il n'y a pas de riz local. Il y en avait à l'époque, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. De 10 à 9 ans, comme ça on avait vendu. Mais le stock n'était pas beaucoup. Ils ont amené un peu, on a pris et puis on a vendu, ça c'est fini. Jusqu'à ce jour, on n'a plus trouvé. Et pourtant, le Bénin jouit d'atouts naturels favorables à la production de riz. Chez nous, nous avons le potentiel est là. La terre est là, le riz cultivable est là. Nous avons environ 375 000 hectares de riz cultivable. Mais parmi toutes ces potentialités, c'est seulement 10% qui est exploité par le Bénin. Autrefois considéré comme un repas de fête, le riz est entré dans les habitudes alimentaires. Victime de préjugés, le riz local est délaissé au profit du riz importé. En toile de fond, la qualité et parfois le conditionnement. En vrai sens, le riz local n'est pas esthétique. En préparant, ça ne fait pas bon goût. 2. Troisièmement, si tu ne sais pas préparer, tu vas préparer la pâte. Le riz de chêne là, c'est bon, hein, mais on peut y tout mettre dedans d'abord avant que tu vas sentir le goût. Mais les autres riz là, si tu achètes là, tu mets l'autre sur le feu maintenant avec un peu d'huile là et un peu d'oignon là, mais tu es parti déjà avec le piment. À l'opposé de ces arguments parfois subjectifs, le riz produit et transformé au Bénin est riche en substances nutritives. Ah oui, hein, beaucoup de problèmes hein, liés bien sûr au riz local, mais que vaut-il en face bien sûr au riz importé? C'est à cette question que nous allons répondre avec l'aide de Firmin Anango. Il est ingénieur agronome. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Estelle Pazou. Bonsoir Wassio. La pleine forme ce soir. Ça va très bien. Vous avez choisi d'être en contraste avec moi ce soir, en blanc et vous en noir. Ouais. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive vraiment ça arrive pas tous de les temps jours. en temps. C'est ça. Alors, on compare le riz local Face au riz importé. Riz importé. Vous n'êtes pas sans savoir, assume qu'il ne se passe pas une journée sans que les Béninois ne consomment du riz. Alors, on se demande, quel riz consomment-ils finalement? Est-ce que c'est le riz importé ou si c'est le riz local? Monsieur Alango va nous aider à répondre à cette première question. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Quel riz les Béninois consomment? Il faut dire que les Béninois consomment les deux riz. Okay. On consomme le riz importé, on consomme également le riz localement produit. Mais en majorité? Voilà, en majorité, on a tendance à croire, ou du moins c'est même ça, on consomme beaucoup plus le riz importé. Voilà. Donc si on doit parler en termes de quantité, c'est le riz importé qui est beaucoup plus consommé aujourd'hui. Et finalement, quelle est la place du riz produit au Bénin, du riz local sur le marché béninois? Oui, la place, là, cette question nous ramène à la compétitivité du riz local. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, le riz local n'est pas assez compétitif face au riz importé. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la qualité, mais la première des choses, il faut dire, ce qui fait que le riz importé s'impose, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la disponibilité d'avoir du riz local. Du riz local. Importé? Non, la disponibilité du riz local. Le riz local n'est pas disponible à tout temps et partout. Ok. Vous voyez, quand vous êtes à Cotonou aujourd'hui, il est difficile pour vous d'avoir le riz local. Mais lorsque vous êtes au nord, à Malanville,
plus facilement vous pouvez l'avoir. Donc il y a cette disponibilité partout du riz local, alors que le riz importé est pratiquement sur tous les marchés. Il y a d'abord ce problème-là. L'autre problème, c'est au niveau du riz importé, le prix au niveau du riz importé est tellement réglementé par les grossistes qui arrivent à ajuster le prix en fonction du prix des autres, en fait, le prix général des autres denrées. Okay. Donc ça fait que le prix du riz importé est un peu nivelé par ces grossistes-là. Et l'autre chose, c'est le rapport qualité-prix. Lorsque vous prenez le rapport qualité-prix, le riz local n'arrive pas à compétir le riz importé. Quels sont les reproches en matière de qualité? Quels sont les reproches vraiment au riz local? Voilà. D'abord, avant de parler de ce qu'on reproche en matière de qualité, oui. Tout à l'heure, le premier problème que j'ai évoqué, c'est la disponibilité. Alors, le problème qui se pose, il y a un problème de fidélisation. Lorsque je suis déjà fidèle, j'ai pris l'habitude de consommer un riz que je trouve à tout moment. Donc, du coup, quand je vais au marché, je demande ce riz-là. Il y a une question de fidélité par rapport au riz importé. Maintenant, ce qu'on reproche au riz local, c'est beaucoup plus sa qualité en termes de taux de brusure dans le riz local, parce que les opérations post-récolte n'ayant pas suffisamment d'équipement, et donc du coup les opérations ne sont pas aussi aisées que ça. Donc c'est souvent les moulins polyvalents qui sont utilisés pour faire l'activité de décortiquage et d'étuvage. Donc du coup, la qualité n'arrive pas à satisfaire les consommateurs. Mais il paraît que c'est un riz riche quand même. Oui, très riche d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons une grande diversité en termes de variétés, ce qui fait que nous avons plusieurs variétés de riz aujourd'hui. Et là, il faut remercier Africa Rice pour le travail qu'il fait par rapport à ça, de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut produire le riz, même comme le maïs Suite FM. Il y a des riz pour les bas-fonds, les riz à cycle court. Donc, en termes de variété, nous en avons assez. Et en termes de potentialité de production, nous en avons aussi suffisamment. Mais il faut jouer aussi sur les facteurs de production et aussi sur l'importation pour pouvoir régler un peu ce problème-là. Mais si on doit parler de ce qu'on reproche au riz local, il y a aussi la difficulté de cuisson. On n'arrive pas souvent à bien préparer le riz local. Oui. En fait, cette difficulté entre toujours en ligne de compte d'opérations post-récolte. Parce que même quand parfois le riz est pâteux, c'est des difficultés post-récolte. Il y en a qui ont parlé du taux d'humidité de ce riz, le riz local. Oui, lorsqu'on prépare le riz local, c'est souvent pâteux, on reproche tout ça au riz local. Mais pourquoi? L'aspect du riz après cuisson dépend de tous les traitements qu'il a eu après la production. Là, c'est tout ce qu'il y a comme opération post-récolte qui agit sur l'aspect que le riz présente. Vous verrez qu'il y a des riz importés qui sont tellement blancs, jolis à voir, alors que le riz local ne présente pas l'aspect là. Vous voyez, donc tout ça est lié à l'activité post-récolte, l'activité après la récolte. Et cette activité est liée aux équipements que nous disposons actuellement pour faire les opérations post-récolte. Ça, vous voyez. Okay. Donc, du coup, il n'y a pas suffisamment d'équipements pour pouvoir avoir des riz comparables au riz importé. Mais cependant, le riz local s'améliore parce que ce n'est pas ce qu'on avait il y a 10 ans que nous avons aujourd'hui. Il y a des efforts dans le domaine, mais ce qu'il faut faire pour augmenter cette production, c'est agir sur les facteurs de production. Parce que lorsqu'on prend le riz local, lorsqu'on prend le riz local, le revenu, si on devait repartir le revenu, appelle le producteur à 25% du revenu. C'est les opérations post-récolte qui prennent la grande partie. Or, s'il n'y a pas la production, il n'y aura pas la transformation. Et pour pouvoir booster cette production, il faut nécessairement jouer sur les facteurs de production. L'engrais, par exemple, il faudrait qu'il y ait des intrants. Comme quand on prend le coton, par exemple, c'est une filière bien structurée. Et quand le producteur se met à faire le coton, il sait déjà le marché sur lequel il veut
il veut vendre. Pour le riz, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas structuré comme le coton. Okay. Donc, le producteur met le riz, il n'a même pas les intrants. C'est-à-dire, il s'engage dans la production du riz sans même avoir une idée du marché. Justement, il y a des producteurs aujourd'hui qui finissent, ils n'arrivent même pas à écouler. Et donc, du coup, la position du riz local au niveau des producteurs, il y a deux objectifs principaux. D'abord, l'autoconsommation. Et aussi, la position est destinée aux personnes très peu exigeantes. Et ce qui se passe à ce niveau aussi, c'est qu'à un moment donné, pendant un bon moment, il y a des dons japonais qui venaient au pays. Et donc, ces dons sont exonérés de toutes sortes de tasses. Et il arrive même que le prix de cession de ce riz aux consommateurs est même plus faible que le prix du riz local. Or, le riz local a déjà pour consommateurs ces personnes qui sont très peu exigeantes. Et ces personnes qui sont très peu exigeantes ont un riz, un riz japonais, voilà, moins cher que le riz local. Et quand on fait le rapport qualité-prix, il n'y a qu'à choisir le riz. Et donc, du coup, ces personnes-là vont vers le riz japonais. Donc, ça décourage en fait la production. Alors, est-ce à dire que les producteurs béninois ne seront pas capables ou ne sont pas capables de satisfaire aux besoins des consommateurs de la demande des Béninois? Les producteurs sont bien capables et les producteurs se donnent beaucoup pour cette production. Et qu'est-ce qui cloche alors? Voilà, ce qui cloche, je l'ai dit tout à l'heure, il faut assainir l'environnement aux producteurs. Lorsque le producteur arrive à tirer un bénéfice de sa production, il va nécessairement agrandir cette production. Assainir, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter l'importation du riz? Si on arrête l'importation tout de suite, on ne pourra pas assurer l'auto. Il faut diminuer. Il faut diminuer. Donc, il faut tasser un peu cette exportation. Il faut décourager l'importation plutôt. Il faut décourager l'importation et favoriser la production. Pour favoriser la production, il faut subventionner les facteurs de production pour pouvoir faciliter la tâche aux producteurs. Prenons par exemple à côté de nous le Nigeria. Le Nigeria officiellement refuse l'importation du riz dans son pays. Et le prix d'achat de l'engrais au Nigeria est moins cher comparativement au Bénin. Et donc du coup, lorsqu'on interdit l'importation, ça motive la production. Parce qu'il y a la demande là. Donc ça motive la production. Et en même temps, lorsque l'engrais est subventionné, le producteur peut avoir accès à ces intrants et produire en grande quantité pour satisfaire une demande potentielle et qui existe déjà. Donc, c'est une question de politique pour améliorer cette production. Et je rappelle sur ce plateau que Asiom est un grand consommateur de riz local. Moi, je suis un consommateur du riz local, 100%. Ça, je ne consomme pas le riz importé. Je n'en consomme que quand je vais acheter au dehors. Ça, on est bloqué par rapport à ça. Mais à la maison, si vous faites une petite comparaison entre le riz local... En tout cas, aujourd'hui, je pense que les consommateurs font vraiment un gros effort et qu'il faut louer, qu'il faut consommer déjà pour leur donner les moyens de faire davantage, de satisfaire vraiment les besoins et puis les problèmes qui sont... Je crois que lorsque les Béninois seront conscients qu'en consommant le riz produit localement, sur place, chez nous, ça va permettre aux producteurs d'avoir suffisamment de moyens et d'investir. Encore que c'est un riz très riche. Justement, c'est très riche. En nutriments, il n'y a pas à comparer. Non, c'est bien riche et c'est naturel aussi. Voilà. Consommons donc le riz local. Ah oui, certainement. Là, il le faut. Vraiment, merci beaucoup à vous pour cette conclusion. Merci, M. Firmin Anango. C'était un plaisir, en tout cas, d'avoir effectué ces exercices avec vous sur ce plateau. La suite du grand rendez-vous, vous le savez, ce sera avec un expert. Nous allons parler d'espèces très bénéfiques pour les populations, pour la nature, si vous voulez. Il s'agit des mangroves, vulnérables mais bénéfiques. C'est l'expert. Oui, on dirait qu'on a mis du temps à commencer à penser à ces espèces de flore. Il s'agit bien sûr des mangroves. Oui, nous sommes à la 3e édition de la Journée internationale des mangroves. On se demande
des mangroves qui vivent depuis des siècles, depuis le début de la Terre, si vous voulez, à la création du monde, mais qui ne bénéficient que de l'attention de la communauté internationale que depuis 3 ans. Ça, c'est une question sur laquelle il faut se pencher. Mais pourquoi penser maintenant aux mangroves seulement il n'y a que 3 ans? On va poser la question, bien sûr, à M. Maxent Ogou, qui est le directeur exécutif de l'ONG Action Plus, défenseur de l'environnement. Il travaille beaucoup plus sur les mangroves. Bonsoir, M. Maxent Ogou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler des mangroves. Avant même de commencer par définir ce que c'est que le mangrove, pas présenter aux téléspectateurs ce que c'est qu'une mangrove, dites-nous pourquoi il n'y a que 3 ans seulement que la communauté internationale a voulu attirer l'attention des populations sur ces espèces. Merci beaucoup. La communauté internationale, certes, a commencé officiellement à parler des écosystèmes de mangroves. En réalité, ça fait déjà très longtemps qu'au niveau de chaque pays, des efforts sont en train d'être faits. Il y avait tous les regards étaient tournés vers la journée mondiale des zones humides, et journée au cours de laquelle on faisait beaucoup d'activités autour des mangroves, que ce soit au Bénin et ailleurs. Mais du fait de la vulnérabilité des espèces qui constituent cet écosystème, il était important qu'on leur consacre une journée juste pour que beaucoup plus de gens s'investissent dans la protection, dans l'éducation, faire en sorte que les populations comprennent davantage l'utilité de cet écosystème dans la régulation d'un certain nombre de fonctions dans le milieu. Et c'est surtout pour ça que la journée internationale des écosystèmes de mangrove est initiée en 2016 pour que désormais on puisse vraiment avoir l'attention et agir efficacement pour que des choses changent. Alors, quand on parle des mangroves, où est-ce qu'on peut donc les trouver au Bénin? Les mangroves sont où? Les mangroves sont beaucoup plus dans les zones humides. Okay. Et quand nous parlons des zones humides, c'est beaucoup plus dans les zones un peu salées. Et si nous allons au niveau de la lagune côtière du site Ramsar 17, où nous avons des formations de mangroves naturelles, mais au niveau du site Ramsar 10-18, nous avons des mangroves plantées, c'est-à-dire des espèces de mangroves qu'on a pu transporter dans nos milieux pour voir un peu leur comportement. C'est vrai que le développement n'est pas exactement ce qu'on attend, mais quand même, il y a quand même des îlots forestiers que nous continuons à suivre au niveau de cette zone. Alors, vous parlez de façon technique, quand vous parlez du site Ramsar 10, c'est où exactement? Oui, le site Ramsar 17, c'est un peu tout ce que nous avons, je dirais, de Cotonou, bien de Togbin jusqu'à dans le Mono. Et l'autre, c'est tout ce que nous avons de l'autre côté au niveau de l'Ouémé. Donc, les mangroves plantées sont sur le plan d'eau de l'Ouémé, mais nous avons au niveau de la lagune côtière de l'Akaémé, de Seychelles, un ensemble important de mangroves naturelles. C'est ce que nous avons à l'écran là, c'est ça qu'on appelle les mangroves. Vous pouvez regarder à l'écran. Oui, c'est ça les mangroves. Oui, c'est bien ça, les mangroves avec les racines échasses. Oui. Et ça qui permet un peu d'avoir développé un certain nombre de fonctions pour servir de frayère pour les poissons. Oui. C'est une zone où les poissons vont vraiment se cacher pour se reproduire. Alors, est-ce qu'on peut dire que sans mangrove, on n'aura pas de poissons, on n'aura plus de poissons dans les plans d'eau? Non, ce n'est pas pour dire que sans mangrove, il n'y aura plus de poissons. Mais lorsqu'il y a les mangroves, c'est que nous avons l'environnement favorable. Les types de pêche que nous pratiquons dans notre pays ou dans beaucoup d'autres pays, c'est des pêches qui emportent tout. Et quand nous sommes dans un dispositif où et les alevins et les gros poissons sont enlevés, on ne sait pas qu'est-ce qui va rester. Donc les mangroves à ce niveau-là constituent vraiment, je dirais, une solution pour qu'en matière de pêche, on puisse avoir des solutions durables
pour régler les questions de ressources halieutiques, parce que les mangroves en elles-mêmes permettent à beaucoup d'espèces animales et végétales de continuer à vivre et de trouver, je dirais, des endroits pour les oiseaux, les mollusques, plein de choses que nous pouvons avoir au niveau des zones de mangrove. Mais si on détruit tout ça, c'est que tout le dispositif de protection est allé. Et ces mangroves servent également de zone pour éviter un peu l'érosion. L'érosion. Et il se fait que, bon, si nous les détruisons, nous constatons que, bon, avec la forte pluie, avec les pratiques actuelles de production le long de ces plans d'eau, c'est que les plans d'eau seront rapidement comblés. Et si nous faisons tout ça, nous arrivons facilement à la destruction de nos ressources, de nos zones humides. Et si nous n'avons pas de zones humides, c'est que la vie risque d'être hypothéquée. Puisque d'abord au sud ici, sans zones humides, vous voulez comprendre un peu comment est-ce qu'on peut vivre. Si nous comprenons notre vie ici par rapport à ce qui se passe au nord où il y a très peu d'eau, vous voyez un peu la différence. Donc c'est pour ça que nous devons continuer à protéger cette ressource. Mais ce fait que nos actions, et beaucoup d'actions au niveau de ces écosystèmes contribuent à leur détérioration. Alors quelles sont les menaces qui pèsent sur les mangroves aujourd'hui, au Bénin particulièrement? Oui, au Bénin, les plus grandes menaces viennent des actions humaines. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout le long de la côte, il y a des dispositifs de production du sel. Et quand nous parlons de production du sel à l'état où ça se faisait naturellement, c'est qu'il fallait prélever les bois de mangrove pour chauffer l'eau saumâtre pour avoir le sel. Et ce sel qui est très bien apprécié de tout le monde, on ne sait pas ce que ça cause comme dégâts. De l'autre côté, nous avons des techniques de pêche, les acadias et autres techniques, les rats, tout ça. Il y a beaucoup de bois de mangrove qui sont coupés, qui vont au niveau... en fait, même les acadias, tel qu'on le dit, c'est une forme, c'est-à-dire c'est une adaptation du dispositif de la mangrove. Puisqu'on a imité ce que la nature a fait, et puis on vient replanter ça. Mais ce qui se fait à ce niveau, c'est qu'on détruit le plan d'eau. On ne facilite plus la pêche normale. C'est-à-dire très peu de gens vont placer ces acadias, et au final, ceux qui veulent aller pêcher n'ont plus l'espace pour faire la pêche avec les filets adaptés. La conséquence, c'est que nous n'avons plus des prises où quelques individus arrivent à prendre, encore que ce qu'on prenait il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est peut-être le centième ou tout au moins moins de cinquantième qu'on arrive à prendre. Et ça n'encourage pas. Et c'est pour cela qu'il était important à ce qu'on travaille avec les communautés, qu'on fasse en sorte que ces communautés comprennent davantage le bien fondé de la protection de ces écosystèmes, qu'on fasse en sorte que ces communautés commencent à développer de bonnes pratiques de protection et, c'est-à-dire, maintiennent la veille à leur propre niveau. Et moi, je suis très heureux de l'environnement politique aujourd'hui qui met un accent particulier sur l'application des tests et qui a sorti même il y a 1 an et plus une décision pour interdire spécifiquement l'exploitation des mangroves. Vous savez, les décisions, on les prend, on les sort, mais l'application, en réalité, c'est ça le véritable problème que nous avons ici au Bénin. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce test, l'État n'est pas resté en marche. L'État a vraiment pris les dispositions pour que, au-delà du test, que les gens s'activent sur le terrain. Donc, nous avons noté, par exemple, beaucoup de descentes de l'Agence béninoise pour l'environnement pour aller sensibiliser, par exemple, les populations, c'est-à-dire le long de la lagune côtière. Ça, c'est une action suffisamment forte. Nous avons vu des forestiers, suite à un certain nombre d'actions, c'est-à-dire de communication ou de collaboration, se décider d'aller sur le terrain pour aller
informer la population, non pas encore dans le mental de la répression, mais beaucoup plus pour... Dans la sensibilisation. Dans la sensibilisation. Nous avons même vu la police républicaine, dans cette tournée au niveau de ces zones, mettre l'accent sur ces aspects-là. C'est des choses sur lesquelles nous pensons qu'il est important de renforcer, il est important de continuer, que ce ne soit pas l'action ponctuelle, mais une action planifiée et soutenue dans le temps. Une action durable. Pour que demain, les populations puissent comprendre que oui, les mangroves, c'est pour nous, nous allons les utiliser, mais on ne va pas les exploiter dans le désordre. Okay. Il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés, et la FAO en a réalisé, des chercheurs ont fait. Il y a eu des plans d'aménagement, et toutes ces choses devraient concourir, je dirais, à une bonne exploitation de la ressource pour que les désordres ou les massacres, je dirais, de cet écosystème ne convergent pas demain vers, je dirais, une situation de catastrophe dans notre pays. Ça, c'est du côté de l'État. Vous l'avez apprécié. Vous êtes membre de la société civile. Les ONG font quoi? Est-ce que cette loi vous permet en réalité de pouvoir travailler sur la conservation de ces espèces-là avec les populations, puisque vous avez dit ces mangroves, c'est pour ces populations-là, puisque ce sont des terres qui vivent dans ces milieux, qui vivent autour de ça, ils doivent pouvoir l'exploiter, mais une exploitation durable. Est-ce que ça vous permet de travailler dans ce sens-là aujourd'hui? Bien sûr, je crois que c'est l'intérêt pour lequel nous continuons à apprécier les actions, parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous avons commencé à travailler. Mais il y a 20 ans, tu vas travailler, les gens sont d'accord, tu finis le travail et tu veux apprécier le comportement, mais c'est la désolation, puisque juste après le départ, on comprend que, bon, c'est l'action ponctuelle, mais qui ne devrait pas avoir de continuité parce que la pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté qui sévit dans le milieu ou la pauvreté mentale qu'on se crée, fait que, bon, on ne veut pas changer réellement le comportement. Mais aujourd'hui, l'éducation de la population, non pas seulement par l'État, mais également à partir des organisations de la société civile, fait qu'aujourd'hui, on peut noter d'abord une petite crainte. Même si les gens veulent, on hésite parce qu'on se dit, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, avec les actions de la société civile dans tous les sens, on se rend compte qu'il y a dans la communauté même des gens qui commencent à prendre conscience et à dénoncer les mauvaises pratiques liées à la détérioration de l'écosystème, à dénoncer les mauvaises pratiques par rapport à l'utilisation du plan d'eau, et tout ça là concourt à la préservation. Et c'est un peu cela que nous devons amener la population à continuer dans ce sens pour que demain le changement puisse s'installer de façon durable. Oui, vous avez parlé de demain, vous avez parlé de changement. Comment envisagez-vous ces écosystèmes de mangroves au Bénin de façon durable? L'avenir? Oui, pour l'avenir, c'est que il est important que les plans d'aménagement soient respectés. Parce que dans beaucoup de localités, il y a des travaux qui sont déjà réalisés avec les communautés pour dire voilà un peu comment on peut travailler. Donc, ces travaux-là, nous devons commencer à les opérationnaliser avec, je dirais, une planification rigoureuse et un suivi par la communauté. Parce que nous ne servons que d'interface pour que les choses puissent aller de l'avant et que demain, on puisse venir constater que vraiment, en termes de changement, il en existe. Mais il y a également que, pour permettre à ces populations de changer, qu'on continue à les renforcer sur d'autres thématiques, c'est-à-dire des activités qui doivent leur permettre d'abandonner certaines pratiques. Et sur ces choses-là, nous devons continuer à agir. Donc, en matière de renforcement de capacité, on doit continuer à le faire. Donc, l'éducation, renforcement de capacité et un suivi de proximité. Et la recherche doit continuer à faire ces choses pour que demain, on puisse en arriver à tirer les conclusions que les synergies entre les différentes parties prenantes dans le dispositif de mise en œuvre ou de veille au niveau de cet écosystème permettent vraiment sa protection
et une utilisation durable par les communautés. Par la communauté. Merci beaucoup à vous, M. Messin-Togo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Action Plus, défenseur de l'environnement. Vous travaillez beaucoup plus également sur les écosystèmes de mangroves. C'était un plaisir d'avoir parlé, bien sûr, de ces espèces-là, de ces écosystèmes très importants, en tout cas pour nous et pour le futur, parce que les générations à venir doivent continuer de vivre et de bénéficier, en tout cas, des choses dont nous servons aujourd'hui pour que la vie sur la planète soit vraiment favorable. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. On continue avec vous sur ce grand rendez-vous. Nous allons recevoir Heureuse Danodé et son invité. Oui, nous parlons toujours de bien-être, cette fois-ci beaucoup plus axé sur la santé. Nous parlons hépatite, c'est un mal craint au Bénin par les populations béninoises. Une enquête, on a promené nos micros et caméras dans les rues de Cotonou. Suivez ce que les populations béninoises en pensent. C'est une maladie virale qui est véritablement redoutable et je la connais particulièrement. J'ai fait le test il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. C'était révélé négatif, j'ai fait le vaccin. Les membres de ma famille ont fait également le test. Certains tests se sont révélés positifs. C'est une maladie qui est très importante. Elle a plusieurs aspects. Il y a l'hépatite A et B et qui sont transmises de façon différente. Il y a l'hygiène qui joue un grand rôle. Et il y a la transmission avec des produits qui ne sont pas hygiéniques, voire sexuels, de transmettre l'hépatite. À l'époque, il y avait un antirétroviral qui avait été conseillé. Et avec le traitement, je connais 2 membres de ma famille qui ne portent plus le virus. Ce qui est connu aussi pour l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a un grand nombre d'hépatites qui ne sont pas encore bien étudiées, surtout celles qui sont dans les lettres alphabétiques assez élevées, X, Y, Z, qui sont effectivement dans le pays, mais qui n'ont pas été, qui font partie des maladies qui ont été peu étudiées. Voilà, on revient en plateau avec le docteur Félix Agboula qui est avec nous depuis hier sur ce sujet, cette thématique. Nous parlons bien sûr hépatite, un mal craint au Bénin, à la vie de 2 personnes à travers bien sûr cet élément signé Marcel Betorhoog, que nous remercions. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci monsieur le journaliste. Bonsoir Heureuse Danodé. Bonsoir Siumgaba. Oui, très heureux d'avoir en tout cas pour la 2e fois et de suite en même temps le docteur Félix Agboula sur le plateau. Tout à fait, on le remercie pour la disponibilité, mais permettez-moi quand même de vous dire que vous avez une très belle chemise. Waouh, merci beaucoup. Bien jolie. Estelle aussi l'a dit tout à l'heure. On va la retrouver tout à l'heure. Donc là, ça veut dire que les femmes de B24 savent apprécier les bonnes choses. Vous avez du goût. Merci. Alors, professeur, qui est carrément... ça ne lui dit rien tout ce qu'on dit là. Hein? Alors, professeur, dites-nous déjà, on a commencé hier par aborder le sujet. On a eu, je dirais, des généralités. Modes de transmission, les personnes qui peuvent être la cible lorsqu'on parle d'hépatite et tout. Mais lorsqu'on parle d'action, de mesures urgentes prises dans notre pays, ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce qu'on peut inscrire? Ok. Avant de commencer, j'allais dire que je suis docteur, médecin, donc pas professeur. Bon, voilà. Oui, c'est vrai. Alors, ceci étant, en termes d'actions urgentes qui sont prises, et déjà au plan stratégique, il a été créé le programme national de lutte contre les hépatites au Bénin. Ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas et qui est donc une avancée importante. Il y a le vote de la loi sur les hépatites. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut le cadre juridique. Une initiative de l'honorable Rondeté. Voilà, je ne peux pas le dire avec précision, mais la loi a été votée, n'est-ce pas? Il y a des fonds qui sont prévus dans le budget national pour la prise en compte des hépatites.
Et donc ça, c'est important. Et l'autre élément qui est très important, c'est l'engagement au plus haut niveau, au plan politique du président de la République lui-même par rapport aux hépatites, par rapport à la lutte contre les hépatites, et qui se traduit également par la prise en compte des hépatites dans le décret qui régit le CNLSTP. Du coup, il n'y avait pas les hépatites, c'est récemment que cela a été pris en compte et ça permet d'offrir des opportunités en termes de réflexion stratégique, en termes de définition de stratégie, en termes aussi d'opérationnalisation, de mobilisation de ressources, d'utilisation de synergies existantes sur le terrain au profit de la lutte contre les hépatites. Oui. Et je crois que le peuple doit se réjouir aujourd'hui lorsqu'on parle de ces actions. Absolument. Mais absolument. Au niveau du CNLSTP, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est vrai que les hépatites sont inscrits dans votre plan d'action. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, au niveau du CNLSTP, pour avoir une guidance dans la manière d'apporter une réponse appropriée aux hépatites, les hépatites sont prises en compte dans le plan stratégique national intégré qui est en cours d'élaboration. Comme les autres. Donc il n'y a pas encore d'action concrète sur le terrain. Non, déjà, il y a sur le terrain, disons, il y a comme je l'ai dit, la mobilisation de ressources, il y a des actions de sensibilisation, il y a la société civile à travers l'Alliance des organisations de la société civile de lutte contre les hépatites à Boschwi, et qui mène déjà des actions avec l'appui du CNLSTP et des autres acteurs du ministère de la Santé. Et ça donne déjà, en termes de sensibilisation, de prise de conscience et des mesures qu'il faut prendre pour éviter la contamination. Donc ça, c'est une réalité depuis plusieurs années. Mais là, la mobilisation de ressources est en cours dans le cadre donc, des actions qui doivent être menées pour la lutte contre l'hépatite B. Mais oui. On sait qu'il y a des programmes depuis quelques années au niveau du ministère de la Santé. Oui. Quand on reçoit souvent ces coordonnateurs de programme, je n'ai pas encore eu le coordonnateur du programme hépatite sur le plateau, mais les autres programmes, quand on reçoit leurs coordonnateurs, souvent, ils n'ont pas de moyens. Ils sont là juste, sans aucune action. Est-ce que ce programme créé n'est pas un programme de plus? Non. D'abord, dire que les coordonnateurs des autres programmes n'ont pas de moyens, je voudrais le rectifier, puisque... On a eu le cancer ici, rien comme action. On a eu le tabac, rien comme action. Non. Bien sûr. Non, madame la journaliste, je pense que les questions de santé sont au centre de l'action, je dirais, gouvernementale. Et vous savez que le pilier 3 prend en compte ces problématiques donc, de santé. Et les ressources sont mobilisées déjà en termes d'inscription au niveau des différentes lignes budgétaires au niveau donc, du budget de l'État, mais aussi en termes de mobilisation avec les partenaires. Et ça, il y a des montants, il y a des chiffres. Alors, ça dit que vous êtes satisfait quand même des moyens qui sont mis à la disposition de ces différentes campagnes? Non, disons qu'on met des moyens substantiels. Mais vous savez, le gap est important. Okay. Et on continue de s'assurer que le gap est comblé. Et donc, comme on le dit souvent, tant qu'il y a quelque chose à faire, rien n'est encore fait. C'est bien ça. Et donc, mais sinon, en termes de disponibilité de ressources, oui, des efforts sont faits. Ça ne veut pas dire qu'on est à un taux de financement optimal, même avec la contribution, il y a toujours donc des gaps sur lesquels, et avec le CNLSTP, l'une des activités importantes du CNLSTP, c'est la mobilisation des ressources pour le secteur de la santé. Donc, et ça, vraiment, nous y attachons très, très sérieusement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec les campagnes initiées, qu'on pourra avoir un Bénin hépatite 0 très bientôt? Oui, bien sûr. Ça, c'est de toute manière au plan stratégique. C'est la mission du CNLSTP et du ministère de la Santé. Et nous sommes tenus d'atteindre ce résultat. Et nous vraiment mettons en place tout ce qu'il faut pour y habiter. On ira en détail tout à l'heure sur les actions que vous menez avec les moyens qui sont vraiment mis à votre disposition. Parlant bien sûr de l'hépatite. Il est 19h45.
pour le moment. On va revenir dans 15 minutes pour aller dans le détail, bien sûr, sur cette question concernant, bien sûr, l'hépatite. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. À vous, Estelle, l'antenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Aujourd'hui, 26 juillet, c'est la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves, végétaux très importants pour la biodiversité, malheureusement menacés de disparition. Un bon suivi est primordial pour toute entreprise. Pour les startups, il est le garant de l'atteinte des objectifs. Mais quel accompagnement pour ces entreprises naissantes? À suivre la réponse. La correction des copies du BEPC a démarré. Dans le littoral, c'est le collège d'enseignement général de Sainte-Rita qui abrite les travaux. Constat dans ce journal. Véritable atout dans la lutte contre le dérèglement climatique, la mangrove se retrouve dans le sud du Bénin. Cet écosystème est en danger et menacé de disparition si rien n'est fait pour sa conservation. Le 26 juillet de chaque année, la communauté internationale se mobilise pour la conservation de ces zones essentielles dans de nombreuses régions. Oboubé Kapo et Amandine Anyamboussou reviennent dans ce reportage sur l'importance des mangroves. La mangrove, un écosystème riche en biodiversité. Constitué de plusieurs espèces végétales et animales, cette végétation favorise la multiplication des poissons et des crevettes. Comme toute zone humide, la mangrove est une réserve d'eau et contrôle également le mouvement des vagues. La mangrove a un rôle de piégeage des sédiments, un rôle de tampon entre le milieu aquatique et le milieu continental. Ce sont des espèces ici qui séquestrent une très grande quantité de CO2. Ça permet aussi le filtrage de l'eau. Si par exemple vous avez de l'eau à Togben, vous faites un forêt, vous avez de l'eau, c'est l'eau de cette lagune-là qui devient de l'eau souterraine à Togben. Et s'il n'y avait pas la mangrove, ça veut dire que tout ce qui est déchets continentaux qui arrivent dans la lagune va se retrouver encore dans l'eau que les populations vont conserver. Ici, à Togben, la mangrove fait partie des zones d'importance internationale et est classée dans le site Ramsar 10-18. Mais sous l'effet des actions anthropiques, la mangrove de Togben est menacée. À cause de la fabrication de sel, les gens ont rasé la mangrove. Et il y a eu une marée extraordinaire, en même temps que le mono était très gonflé, mais tout le village a été emporté, y compris les tombeaux. Vous voyez combien de fois l'action humaine a contribué à la destruction de tout ce que nous avons comme formation tout au long de notre visage ici. Donc ça veut dire que l'anthropisation est en train de marquer un poids dur, très dur. Et les unités qu'on devait avoir sont en train de disparaître. Depuis plusieurs années, certains sites de mangroves ont été sacralisés, confiés à la divinité Zangbeto et autres divinités afin de mieux les protéger. À cause des déviances religieuses et la multiplication des croyances, la sacralisation n'est pas une solution efficace. Les mangroves en tant que telles n'ont pas besoin d'être sacralisées. C'est le système de protection qui doit être sacralisé. C'est différent. La disparition des mangroves a des impacts négatifs sur l'environnement. Il est donc important de mettre en place des stratégies pour leur conservation. Les solutions, c'est... Mais on n'applique pas les tests. Il faut punir. Il faut punir. On n'applique pas. On a dit de ne pas. Et vous faites. Vous êtes puni ailleurs. Ailleurs, vous êtes puni. Il faut une coordination entre les institutions en charge de protéger notre environnement, de protéger nos écosystèmes naturels et que l'impunité cesse enfin. Cet important écosystème devrait être géré de façon durable et bénéfique pour le développement du tourisme en raison de sa beauté et de son paysage.
Dans le domaine de l'entrepreneuriat, les projets foisonnent mais très peu aboutissent faute d'accompagnement. Bénéficier de suivi et d'appui est donc crucial pour toute start-up qui tient à atteindre ses objectifs. Bernardin Sogloron et Léonore Monrousseau, Jennifer Sativi. Ils sont pour la plupart jeunes et débordent d'idées pour la création d'entreprises, notamment à l'ère du numérique. Mais parmi leurs projets, très peu arrivent à connaître le succès voulu. L'une des principales raisons est la mauvaise lecture du marché liée à l'absence de suivi à divers niveaux. Les entrepreneurs qui ont ce bagage-là, qui ont ce métier-là, qui savent les challenges qu'on a comme entreprise dans notre pays, je pense que ce n'est pas encore aujourd'hui un réflexe que ces gens-là ont pour pouvoir dire vraiment qu'on puisse bâtir le pont entre ces jeunes pousses et puis ces jeunes pleins d'ambition et puis ceux qui ont un peu plus d'expérience. Les startups sont déjà des entreprises à très forte croissance rapidement. Et ils ont besoin d'un suivi qui est très spécial, qui n'est pas le suivi d'une entreprise standard, qui doit être un suivi allant dans l'accompagnement déjà de l'entrepreneur lui-même, mais également dans des accompagnements pour lui faire comprendre un certain nombre d'aspects qu'il n'a pas conscience tout de suite lorsqu'il démarre, comme le financier, le juridique et tout ce qui est technique et qui est lié au domaine d'application dans lequel il développe son entreprise. Le financement est également un facteur clé pour l'aboutissement d'une start-up. Toutefois, il est fortement influencé par la qualité du projet. Il y a un gros potentiel, mais pour que ce potentiel-là se réalise, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit mis dedans. Mais pour que l'argent soit mis dedans, il faut des investisseurs qui comprennent dans quoi ils mettent l'argent. Nous avons tous dans notre tête les exemples récents de startups qui ont réussi et qui ont réussi très bien. Quand on prend les plus grandes capitalisations boursières dans le monde aujourd'hui, c'est des startups, c'est des entreprises technologiques qui, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, étaient encore considérées comme des startups. Ça se ressent aussi sur le chiffre d'affaires. Tu pourrais faire peut-être 1 million 2 l'année prochaine, mais tu peux faire 1 million et faire 5 millions l'année qui suit. C'est la différence voilà, entre le manque, avoir un programme d'accélération et ne pas en avoir un. Pour combler ce déficit et donner les munitions nécessaires aux jeunes start-upers, l'association Etri Labs a organisé une séance de formation et de suivi à leur intention. C'est 16 semaines de travail sur des thématiques comme le marketing, comme tout ce qui est finance, comptabilité, pour permettre aux entrepreneurs de comprendre, les préparer à la levée de fonds, tout ce qui est à être investment ready, donc les préparer à la levée de fonds pour que les entreprises, elles sont là, elles travaillent, elles prouvent qu'elles ont un modèle viable qui peut générer du revenu, une entreprise qui peut tourner et derrière, elles travaillent à rencontrer des investisseurs qui vont venir mettre de l'argent injecté pour les emmener à une autre étape. En dehors de son réseau d'investisseurs, le programme offre également des ressources financières aux meilleurs projets. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2018 à peine terminé. La correction des copies a démarré en début de semaine dans le littoral. Le centre retenu à cet effet est le CEG Sainte-Rita de Cotonou. Le BEPC est le diplôme qui sanctionne la fin des études du premier cycle de l'enseignement général au Bénin. Constat des travaux avec Auréole Ayeyon et Arnaud Adadia. Silence, ici on corrige. Tout est calme dans l'enceinte du centre de correction du CEG de Sainte-Rita. Les convocations adressées aux différentes équipes sont d'office vérifiées à l'entrée. Sur la cour, personne. Seuls sont perceptibles des correcteurs ayant fini et qui peuvent renouveler des forces. Je crois que tout ça donne un cachet sérieux, donne beaucoup plus de crédit à cette correction. Tout se passe dans le calme, les correcteurs sont dans les salles, ils ne sont pas perturbés. Ils ne sont pas perturbés. Tout a commencé lundi avec le remplacement des absents suite à la vérification des présences. Comme à l'accoutumée, un exercice de correction collective a précédé la remise des lots de copies par correcteur. Ceux qui sont convoqués d'abord pour corriger ces copies ne sont pas des mécaniciens, c'est des professionnels. Ça se passe bien et ça suit l'ordre. Tout se passe bien et suivant l'ordre, ici, le travail est bien hiérarchisé. Lorsque les copies sont corrigées par les correcteurs, eh bien, elles passent par les mailles des contrôleurs qui vérifient rigoureusement, n'est-ce pas, les copies une à une pour voir la qualité, n'est-ce pas, de la correction. Les correcteurs reçoivent
les fiches de relevé, ils relèvent les notes, ça passe par aussi le code contrôle et sur les notes, on reçoit le visa final du président de la sous-commission et c'est après ça que le secrétaire prend en charge les copies. Pas d'erreur et pas de crainte non plus. Candidats et parents sont rassurés. Il n'y aura pas d'erreur sur les copies parce que les correcteurs sont rompus à la tâche. Il ne reste aux parents seulement à se confier à Dieu, à avoir foi que tout se passera très bien, pas d'inquiétude. Surtout que cette année, la nouveauté c'est que la délibération aura lieu dans un bref délai. Le groupe Maroc Télécom s'est réjoui de présenter pour le premier semestre de l'année 2018 un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1000 milliards en hausse de 5% par rapport au premier semestre 2017. D'après le rapport financier de l'entreprise, les filiales africaines de Maroc Télécom sont à l'origine de cette croissance soutenue. Elles ont pesé au total pour 475 milliards dans le chiffre d'affaires au premier semestre 2018. L'Égypte pourrait connaître dans les prochains mois l'augmentation des coûts de son approvisionnement en blé en raison du mauvais temps qui prévaut en Europe, ce qui pourrait représenter un casse-tête financier pour les autorités dans la mesure où le pays devrait importer pour le compte de la campagne 2018-2019 environ 12,4 millions de tonnes de blé pour une consommation globale de 20 millions de tonnes selon les prévisions du département de l'agriculture des États-Unis. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci à vous, Estelle Pazou, pour la présentation du journal. Vous étiez également sur Monde Agricole. On va vous retrouver lundi, c'est ça? Lundi dans le journal. Lundi dans le journal, c'est ça. Et puis mercredi, jeudi dans Monde Agricole. Merci, bonne soirée à vous, Estelle Pazou, et bon appétit. On revient en plateau avec Dr Félix Agla pour continuer à parler hépatite, un mal craint au Bénin et beaucoup de dispositions prises en tout cas par le Bénin pour lutter efficacement contre cette maladie. Et le Dr Félix Agla nous confirmait en fait cette information selon laquelle, oui, des dispositions de financement substantielles sont donc mises en place pour permettre au Bénin de faire face donc, à cette maladie. C'est ça? Oui, je dis en termes de financement, oui. Il y a une ligne budgétaire qui est prévue pour les hépatites. Et la mobilisation de ressources est en cours également pour combler des gaps et s'assurer que ce qui est prévu au plan de la stratégie, au plan des interventions est couverte. Mais vous parliez également des interventions. Je voudrais mentionner la vaccination contre les hépatites qui a commencé depuis 2002. Voilà, je ne vais pas vous arrêter, mais je savais que j'allais vous demander, lorsque vous parliez tantôt des mesures urgentes qui sont prises au niveau étatique, je n'ai pas entendu citer peut-être la subvention de la vaccination, la gratuité de la vaccination contre l'hépatite, parce que quand un téléspectateur me demande de quoi alliez-vous parler et parler dans Nature et Bien-être d'aujourd'hui, j'ai dit on va parler des mesures urgentes prises contre l'hépatite. Il espère que l'invité viendra parler de la vaccination, que c'est gratuit. Mais vous n'en avez pas fait cas. Non, je pense qu'on ne l'a pas encore abordé en termes de questions et je l'abordais pour que ça ne nous échappe pas non plus. Parce que la vaccination contre les hépatites fait partie du programme élargi de vaccination depuis 2002, donc c'est systématique. Et deuxièmement, un autre élément très important, c'est que le dépistage des hépatites est systématique au niveau des poches de sang qui sont transfusées. Et ça, c'est depuis, je dirais, très très longtemps. Depuis très longtemps. Oui. Et par rapport à la vaccination, il faut préciser qu'il faut au moins 3. Oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais l'essentiel, c'est d'entrer dans la vaccination, surtout pour les nouveaux-nés. Dans le programme élargi de vaccination, c'est à 6 semaines, mais il faut qu'on insiste là-dessus. La première dose de vaccination est recommandée entre la 12e et la 24e heure. 12e et 24e heure. Oui. Donc, les parents, les mères, nos cas déjà, et donc les familles doivent être déjà
informer, sensibiliser que c'est important que la première dose ait lieu dans les 12 heures, 12 et 24 heures qui suivent la naissance. Mais pour ceux qui nous suivent... Contre l'hépatite oui, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais pour ceux qui nous suivent, peut-être Assiom, je sais que lui, il est vacciné déjà contre, mais pour ces adultes qui ne sont pas vaccinés, déjà, est-ce que... déjà, à quel âge, voilà, il faut peut-être aller se faire vacciner? Tout le monde doit se faire vacciner après qu'on ait fait le dépistage pour savoir que la personne n'a pas ou a l'hépatite. Donc, il faut le test d'abord. Ah oui, c'est-à-dire que quand ce n'est pas le nouveau-né, il faut le test pour savoir si l'on est porteur du virus de l'hépatite B. Quand c'est le virus de l'hépatite B, le traitement permet donc de stabiliser et d'éviter que l'on aille vers des complications. Tandis que si c'est pour l'hépatite C, on traite et on guérit de l'hépatite C au bout d'environ 3 mois. Donc on ne guérit pas de l'hépatite B. L'hépatite B, non, on ne guérit pas de l'hépatite B, mais le traitement permet d'éviter des complications. Permet d'évoluer, puisque ce qui pose vraiment problème en ce qui concerne l'hépatite B, c'est le fait que ça évolue vers des complications, et quand les complications surviennent, c'est tard. Parce qu'il s'agit du cancer du foie, il s'agit de la cirrhose du foie, qui sont des maladies graves et qui sont coûteuses en matière de prise en charge, et donc qui appauvrissent les familles. Alors, quels sont alors les comportements à éviter pour vraiment prévenir la chose, prévenir l'hépatite, se protéger contre l'hépatite? Contre l'hépatite. Oui. Déjà, c'est faire son dépistage et se vacciner si c'est nécessaire. Je pense qu'il faut que tout le monde aille faire le dépistage. Comme ça, ça vous permet de savoir où là vous en êtes et de vous faire vacciner si c'est nécessaire. Mais l'autre, c'est d'éviter des facteurs de risque. D'éviter des facteurs donc, de risque. Par exemple, en matière de soins, il y a des précautions, des procédures universelles qu'il faut prendre, c'est-à-dire des mesures que l'on prend classiquement en matière de soins pour qu'on ne contamine pas, en termes de stérilisation, en termes d'utilisation de matériel à usage unique. Maintenant, si ce n'est pas en milieu de soins, et on sait que donc traditionnellement, on fait de la scarification dans nos milieux, donc utiliser du matériel à usage unique. Pour l'hépatite B, utiliser les préservatifs parce qu'il y a la transmission sexuelle. Pour ceux qui sont des utilisateurs de drogue, utiliser là aussi du matériel à usage unique, des seringues, voilà. Donc, stérilisé. Stérilisé. D'accord. Je sais que c'est le samedi prochain, la journée, on l'a dit hier, la journée, il y aura beaucoup plus d'actions de sensibilisation, surtout beaucoup plus d'actions de sensibilisation. Et les caméras de BB24 seront là? À coup sûr. Certainement. Nous sommes invités? Tout à fait, comme vous le savez, non? Même si la réponse vient après une hésitation. Nous, on a fait comme... On sera là, on sera là. Madame la journaliste sait très bien qu'elle a ma carte dans ma poche, et n'est-ce pas, et que... Voilà, vous allez la lui remettre tout à l'heure. Tout à fait. Merci à vous, docteur. Merci. Okay. Merci, Heureuse. Merci, Assiom. À très bientôt. 3 parutions en un lancement. On en parle dans un instant, c'est sur Horizon Culture. Bienvenue sur Horizon Culture. On reçoit aujourd'hui Carmen Toudonon, journaliste écrivaine, qui nous a permis en tout cas d'avoir trois livres en un seul lancement. Je pense que c'est rare au Bénin. Et là, on va en parler, de savoir en réalité quelle est l'importance, quel intérêt pour le public de ces trois parutions. On en parle dans un instant. On suit d'abord le reportage de la cérémonie de lancement réalisé par Herman Amégan. Le vert, le rouge et le noir.
Un titre évocateur qui fait penser à un grand classique de la littérature française, Le Rouge et le Noir de Stendhal. J'ai bien aimé Le Rouge et le Noir. Et effectivement, le titre du livre fait un peu référence, c'est en pensant au Rouge et le Noir que j'ai intitulé le livre Le Vert, le Rouge et le Noir. Mais loin de l'aventure romanesque de l'écrivain français, c'est plutôt un essai que propose Carmen Toudonou. Elle promène sa plume dans l'univers de la Grande Muette pour élucider la sémiologie des grades dans l'armée de terre béninoise. Ils sont nombreux dans cette salle, les hommes en uniforme, et sur leurs épaules, ce petit rectangle brodé de barrettes et de signes. Il y a le vert, le rouge et le noir. Beaucoup de civils n'en savent pas grand-chose. C'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste. Et donc, j'ai eu à faire ce travail-là, mais je me suis rendu compte que, justement, mon livre répondait à un besoin. Et d'ailleurs, ce sont les forces armées, les responsables des forces armées qui ont sollicité la transformation de ma thèse en DEA en livre. Donc, il y avait réellement un besoin d'avoir un ouvrage qui fait un peu la typologie des grades dans les forces armées béninoises. Au-delà de la réflexion, Carmen Toudonou porte à l'attention du lectorat un ouvrage de fiction, Carmen Fifonci à Boki, un recueil de 12 nouvelles. A priori, cela pourrait faire penser à une autobiographie, mais il n'en est rien. CFA, comme il est intitulé en abrégé, peint à la manière d'un artiste la vision de l'écrivaine sur le monde, de quoi susciter des envolées poétiques chez le présentateur de l'ouvrage. Je vous recommande CFA, un recueil qui célèbre la vie, un recueil qui sait rester honnête, un recueil qui dépeint nos angoisses communes, un recueil qui présente notre monde tel qu'il est, dans ses attraits, dans ses craintes, dans ses frayeurs et dans ses horreurs, dans ses rêves et dans ses grèves. Je vous recommande CFA. Chacune des 12 nouvelles est un délice, un pur délice. CFA a été payé en CFA, tout comme Le Lionceau et le Papillon, le dernier des 3 ouvrages qui s'adresse lui prioritairement aux enfants et adolescents. Je me suis dit également qu'il faudrait que nous donnions à lire à nos enfants des histoires qui leur ressemblent, des histoires de chez eux, écrites par des personnes de chez eux. 3 en 1. En une soirée donc, Carmen Toudonou a lancé 3 ouvrages qui rejoignent sa bibliographie. Du journalisme à l'écriture, le pas est vite franchi. Elle trempe désormais sa plume dans l'encrier pour nourrir l'âme des passionnés du livre et conforter sa place aux côtés des voix nouvelles de la littérature béninoise. Carmen Toudonou, bonsoir. Bonsoir Assiom. Merci de nous retrouver sur ce plateau, le plateau du grand rendez-vous. Le vert, le jaune, le rouge, ou bien c'est le noir, hein? C'est pas le rouge. Voilà, c'est le vert, le jaune et le noir. Il y a CFA, Carmen Fifonci à Boki, et le Lionceau et le Papillon. On a suivi le reportage de Herman Amégan qui nous a listé bien sûr les 3 parutions. 3 parutions en un lancement, on dirait que quelque chose presse. Carmen, c'est quoi en réalité? Disons que j'ai eu le sentiment d'avoir pris un peu de retard sur ces livres-là, sur lesquels j'ai beaucoup bossé pendant toutes ces années. Et donc, puisque les 3 livres étaient prêts, je me suis dit pourquoi ne pas les présenter en même temps. Est-ce que ce n'est pas une manière de changer un peu la manière de faire les choses? Au Bénin, d'habitude, souvent, c'est un livre. Balancement. Oui, mais c'est bien aussi de changer. On ne va pas toujours faire les mêmes choses à tout moment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les 3, au lieu de faire un lancement, ensuite un lancement, ensuite un lancement, puisque les 3 étaient là, je me suis dit c'était très bien de les présenter. Et comme ce n'est pas des livres que j'ai écrits dans le même genre non plus, c'est des livres qui s'adressent à des publics assez diversifiés, j'ai jugé que c'était quand même opportun de les présenter au même moment. Alors, parlons donc de ces publics-là. Faisons déjà les cloisonnements. Le vert, le jaune et le noir. C'est pour quel public en fait? Le vert, le rouge et le noir. Le vert, le rouge, oui, le rouge et le noir. C'est l'armée en réalité. C'est l'armée. C'est un essai. C'est un essai qui parle des galons dans les forces armées béninoises et notamment dans l'armée de terre béninoise. Et j'ai choisi ce titre parce que les galons dans
dans l'armée de terre béninoise portent ces trois couleurs-là, le vert, le rouge et le noir. Et j'ai fait un peu un clin d'œil au roman que vous connaissez bien du célèbre Stendhal, Le rouge et le noir. Et donc, le livre s'adresse prioritairement aux universitaires puisqu'il s'agit d'une recherche en linguistique. Le livre s'adresse également aux personnes qui seraient intéressées par les forces armées béninoises. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les militaires, mais qui ne se retrouvent pas toujours dans les galons parce qu'il y a tellement de galons, il y a tellement de couleurs, il y a tellement d'insignes sur les galons que finalement le profane se perd. Et donc ce livre-là permet de faire un peu une description des galons. Déjà, il y a une classification, une énumération, une classification et une certaine analyse par rapport à tous ces galons-là. Et pour montrer un peu les différences que l'on observe entre les différentes forces au sein de l'armée de terre béninoise et également les similitudes qu'on pourrait relever. Vous savez, par exemple, lorsque vous prenez un capitaine d'infanterie et un capitaine des sapeurs-pompiers, les couleurs des galons sont déjà très différentes. Par ailleurs, lorsque vous prenez par exemple Et pourtant, ils sont tous deux capitaines. Ils sont tous deux capitaines. Les ressemblances, on ne s'en rend pas compte, mais lorsque peut-être vous prenez un capitaine des sapeurs-pompiers et vous prenez un simple soldat des sapeurs-pompiers, ces deux militaires-là pourraient être des gens très, très unis simplement parce qu'ils sont de la même classe, ce qu'on appelle dans l'armée la même classe. C'est-à-dire que peut-être on les a engagés au cours de la même année. Voilà, ils font partie de la même promotion. Donc, j'ai voulu relever ces dissemblances et ces ressemblances-là au sein des forces armées béninoises et surtout au sein de l'armée de terre. Alors, et je suis en train de faire un travail sur le reste des forces armées béninoises. Oui, puisque vous parlez de linguistique, d'explication, et vous faites beaucoup plus, vous attirez beaucoup plus l'attention sur les couleurs. Est-ce que ces couleurs aussi ont un effet, parlant bien sûr de ces forces-là dans l'armée béninoise? Bon, est-ce que les couleurs ont un effet en dehors de peut-être des sapeurs-pompiers dont la couleur des galons est le rouge flamme qui peut rappeler un peu le feu que les pompiers sont appelés à éteindre. Il faut dire que la couleur dominante dans l'armée de terre, c'est la couleur verte. La plupart des forces portent des galons de couleur verte. Et ensuite, il y a le noir qui vient pour une seule force et le rouge qui est là pour les pompiers. Et voilà. Donc, je pense qu'au-delà également des couleurs, les couleurs, disons que c'est plutôt, disons, des codes qu'on appelle en linguistique des codes, qui permettent de différencier les militaires de différents corps. Et puis, en dehors de ces couleurs-là, nous avons essayé de montrer un peu le symbolisme de ces couleurs-là dans plusieurs civilisations, notamment dans la nôtre. Et en dehors de ça, il y a également les insignes, donc les barrettes, ce qu'on appelle les V, ainsi de suite, qu'on peut retrouver sur les galons. Et j'ai également cherché à faire une énumération des appellations des grades. Et j'ai fait une étude sémantique de ces appellations de grades. On a beaucoup à apprendre dans ce livre intitulé « Le vert, le rouge et le noir ». J'ai fini par donner le bon titre enfin. Alors, venons donc au CFA. Carmen Fifonsi, c'est quand même bien appelé le CFA. Quand on dit CFA, ben, beaucoup pensent déjà à la monnaie, mais c'est Carmen Fifonsi Aboki. C'est pas pourquoi ce métaphore, je n'ai pas compris. Et CFA, Carmen Fifonsi Aboki, c'est un personnage du recueil qui s'appelle également Carmen Falinga Awa. Donc toujours CFA. Voilà, elle a deux noms. C'est une fille un peu fofolle, un peu tête en l'air, mais qui a vraiment des ambitions, qui sait ce qu'elle a envie, ce dont elle a envie dans la vie, qui fonce, qui se donne les moyens de l'accomplir, peut-être pas toujours de façon catholique, mais quand même qui arrive à ses fins. Et c'est le personnage de cette fille-là que j'ai voulu mettre en lumière à travers le recueil de nouvelles. Et je me suis dit, puisque je m'appelle Carmen, vous savez, il y a un livre, il y a un recueil, enfin, une nouvelle qui s'appelle Carmen, de Prosper Mérimée. Et j'avais toujours rêvé d'écrire
Carmen, c'est-à-dire ma Carmen. Et voilà, comme j'ai écrit ces nouvelles-là, et il y avait cette Carmen-là comme personnage. Parmi les personnages du recueil, je me suis dit, c'est l'occasion de faire ma Carmen à ma façon. À votre façon. Et alors, est-ce que c'est aussi le comportement du CFA? Non, je peux vous rassurer. Le comportement que vous décrivez. Non, je peux vous rassurer que Carmen Fifonci Aboki n'a rien à voir avec le CFA. Le franc CFA. Ah, d'accord. Le lionceau et le papillon, j'ai entendu dans le reportage tout à l'heure que c'est pour les enfants, pour qu'ils puissent se retrouver chez eux, en réalité. Quelles sont ces histoires-là que vous avez pu collecter dans ce... Oui, le lionceau et le papillon, c'est un livre, c'est une seule histoire, c'est l'histoire d'un lionceau, qui s'appelle Kinikinivi, le fils de Kinikini, et donc qui fait sa fête d'anniversaire. Et malheureusement ou heureusement, il y a une girafe qui lui offre un cadeau dont le lionceau n'est pas très content. Mais le lionceau aura une très belle surprise à la fin parce que cette histoire, cette rencontre entre la girafe et le lionceau qui commence très mal va se terminer de façon très intéressante dans l'apothéose. Beaucoup de leçons à tirer. Oui, beaucoup de leçons et surtout, j'avais un souci didactique en rédigeant ce livre-là, en me disant qu'il faudrait que les enfants, en lisant, apprennent de petites choses tout en s'amusant. Et puis, j'ai travaillé avec un illustrateur, Kosoko Alexandre, qu'on présente, qui est l'un des meilleurs aujourd'hui au Bénin. Et donc, avec qui j'ai travaillé, qui a illustré l'histoire que j'ai racontée tout le long des pages du livre. Est-ce qu'on peut dire que le lionceau et le papillon pourraient se retrouver parmi les manuels scolaires très, très bientôt? Oh, peut-être, pourquoi pas, à la maternelle ou au primaire. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de ceux qui décident des manuels à mettre au programme. Mais je dirais simplement qu'au-delà des manuels scolaires au programme, les parents gagneraient à offrir des livres à leurs enfants. C'est des habitudes que nous n'avons pas. Nous avons plutôt le réflexe de leur offrir des ballons, des poupées. Nous sommes tous ainsi. Nous sommes ainsi des voitures. Mais je pense que lorsque nous décrions le faible niveau des enfants, nous devons poser des actes qui vont dans le sens de ce que nous déplorons, qui vont dans le sens de corriger ce que nous déplorons. Et l'un des meilleurs actes que nous pourrions poser dans ce sens-là, c'est d'offrir des livres à nos enfants. Pas seulement le lionceau et le papillon, d'ailleurs, en fonction de l'âge de nos enfants, il y a toujours des livres qui pourraient les intéresser. Et je pense que le plus tôt l'on commence, mieux les enfants s'habituent un peu plus à la lecture, un peu plus au livre. Et il devient tout naturel pour eux de lire. Et après, lorsque vous habituez un enfant à la lecture, plus tard, c'est un peu comme une drogue. Lorsqu'il n'a pas sa dose de livre, il n'est pas heureux. Et là, vous faites un enfant cultivé, un enfant épanoui. La disponibilité de ces trois parutions? Oui, très bientôt, les livres seront en librairie, déjà en librairie. Le vert, le rouge et le noir est déjà dans les bonnes librairies de Cotonou et les deux autres sont en train de suivre. Merci beaucoup, Carmen. Non, j'ai failli dire FIFA-main. Vous savez, il y a un journaliste qui a écrit son reportage et il a mis comme nom Carmen Fifonci Toudonou. Non, c'est plutôt FIFA-main chez vous. C'est FIFA-main. C'est FIFA-main. Ah, non, c'est pas Aboki, en tout cas. Et c'est pas CFA non plus. Merci d'être venu. C'était vraiment un grand plaisir. On va inviter le public, en tout cas, à se procurer de ces bouquets. Il y a d'autres parutions également signées, Carmen FIFA-main Toudonou, qui sont déjà disponibles également dans les librairies. Merci beaucoup d'être venu. Et bien des choses à tous ceux qui vous entourent, à toute votre équipe. Et Miss Littérature, c'est pour quand déjà? Miss Littérature, la présélection, c'est samedi prochain. Et la finale, c'est dans 2 semaines, donc le samedi 4 août prochain au Bénin Royal Hotel de Cotonou. On y sera, en tout cas, BB24 y sera, puisque quand ça parle culture, nous sommes toujours présents. Nous serons également présents sur Miss Littérature pour soutenir Carmen Toudonou. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Chers téléspectateurs, on reste ensemble puisqu'on va faire un tour sur la toile
pour l'ActuWeb. Fidèles amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité web de ce jeudi 26 juillet 2018. Le net nous apprend aujourd'hui que danser à côté d'une voiture en marche est le défi dangereux qui inquiète la police en Espagne. En effet, danser à côté d'une voiture en marche sur la chanson In My Feeling et mettre la vidéo en ligne amuse des milliers d'internautes. Pour eux, c'est un défi qu'il faut relever. Mais la police en Espagne a mis un holà sur cette pratique dangereuse pour la sécurité routière. Lancé pour la première fois fin juin par un humoriste américain, ce défi consistait à danser sur la tube du rappeur canadien Drake sur la route. Il a été relevé par des stars comme l'acteur Will Smith, le footballeur Marcelo et bien d'autres. Puis, il a été porté par des milliers d'internautes. Mais pour la police, utiliser son téléphone au volant, conduire sans regarder la route, détacher sa ceinture en marche et mettre les autres en danger sont autant de violations du code de la route qui peuvent valoir une amende. Depuis lundi, des arrestations sont ordonnées pour mettre fin à cette pratique appelée Kiki Challenge, dangereuse tant pour ceux qui s'y adonnent et tant pour les usagers de la route. Comme quoi, tout ce qui vient de nos réseaux sociaux ne sont forcément pas des meilleurs. Allons à présent du côté de la Belgique pour faire le rapport entre la beauté et l'intelligence. Miss Belgique 2018, future pilote d'avion à Dubaï. Angéline Flor-Pouard a reçu une invitation de la compagnie aérienne Emirates. Le site web DHB nous apprend que si participer au concours de Miss Belgique conduit souvent vers une carrière en télévision comme le cas de Sandrine Coman, Julie Taton, Sandrine Danse, Émilie Dupuis ou encore Tatiana Silva, force est de constater que cette année, la Miss Belgique semble vouloir déroger à la tradition. Et pour cause, Miss Belgique 2018 s'attelle à remplir sa mission d'ambassadrice, mais aussi et surtout à décrocher son diplôme de pilote de ligne en septembre prochain. Angelina Flor-Pouard est âgée de 23 ans et est née en Belgique de mère et de père venus des Philippines. Un exemple à suivre dans ce monde de beauté très prisé de nos jours par les jeunes filles. Quand des particules radioactives de Fukushima se retrouvent dans du vin californien, le média américain explique que des particules radioactives issues de la catastrophe nucléaire japonaise de Fukushima ont été détectées dans des bouteilles du vin américain. Des années après le désastre qui s'est produit en 2011, un groupe de physiciens français ont décidé de tester deux types de vins californiens, un rosé et un cabernet, pour vérifier si le césium-137, un isotope radioactif, était plus ou moins présent dans des bouteilles de vin. La mauvaise nouvelle est qu'ils ont découvert que certains vins étaient composés jusqu'à 2 fois plus de particules radioactives qu'avant la catastrophe dans le cabernet. La bonne nouvelle, c'est que leur teneur est encore assez faible qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Notons que ce n'est pas la première fois que des particules radioactives se retrouvent dans des boissons alcoolisées, surtout après la catastrophe de Tchernobyl en avril 1986. Et c'est la fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de BB24, la chaîne du développement. Merci à vous, Marcel Betoro, pour la présentation de l'ActuWeb, un tour sur la toile. Bon, et si on faisait comme d'habitude, c'est-à-dire regarder la météo avant de partir?
Allez, salut à tous, hein. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On salue Bani Kwara, on salue Cotonou, Abomey, Rassamé, tout le reste. En tout cas, d'où vous nous suivez, nous vous disons merci beaucoup. Rendez-vous demain, 19h, pour l'ADER de cette semaine. Parlons de grand rendez-vous. Ciao.